Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Nutrition et activité physique, des atouts pour prévenir le cancer. Avant de commencer, je voudrais vous informer que cette réunion est enregistrée et pour nous aider, nous vous prions de laisser vos micros en silence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans le chat et nous y répondrons après les deux présentations. Alors, ce webinaire vient à l'occasion du mois de prévention du cancer et dédié aux professionnels de santé. Il est organisé conjointement par International Breast Cancer and Nutrition, ou l'IBCN, et l'Institut de cancérologie de l'Ouest, à l'initiative de Dr Jana Jabour et Dr Damien Vanstein, les deux intervenants de ce jour. L'IBCN est un réseau pluridisciplinaire de scientifiques, soignants et experts en santé publique dont le but est de comprendre les mécanismes impliqués dans le développement des cancers du sein pour pouvoir ensuite identifier les marqueurs mesurables du risque et proposer des interventions pour réduire ce risque. Le co-organisateur, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, est un des 18 centres de lutte contre le cancer en France et un membre de la Fédération Unicancer, porteur de missions de soins, de prévention, de recherche et d'enseignement. L'ICO défend un accès pour tous à une prise en charge d'excellence. L'ICO a été labellisé hôpital promoteur de santé par l'Agence régionale de santé et labellisé Maison Sport Santé par le ministère de Solidarité de la Santé et ministère du Sport. Aujourd'hui, pour développer les questions autour de la prévention et notamment sur l'alimentation et l'activité physique, deux experts sont avec nous. On a divisé ce webinaire en deux parties. La première partie est dédiée aux intervenants pour présenter sur le sujet et la deuxième partie est dédiée aux échanges entre vous et les intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou vos commentaires dans le chat en français et également en anglais si vous préférez. Maintenant, on va commencer avec Dr Damien Vanstein. Dr Vanstein est un oncologue médical et nutritionniste à l'Institut de cancérologie de l'Ouest et président du CLAN, Comité de liaison alimentation-nutrition de l'ICO et de l'interclan des centres de lutte contre le cancer. Dr Vanstein, je vous donne la parole pour présenter l'activité physique pour réduire le risque de cancer. Merci Sandy pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter. Alors, si j'arrive à passer les diapos, c'est toujours compliqué. Voilà. Voici mes liens d'intérêt qui sont pas trop en lien avec le sujet de l'activité physique. Alors, quand on parle, si on a voulu faire ce webinaire avec Jana, c'est parce que nous nous posons la question, en fait, est-ce qu'on pourrait réduire le nombre de cancers? Alors, quand on parle de la réduction du nombre de cancers, les patients et les patientes nous parlent souvent de prédisposition génétique, qui peut être importante, mais qui représente environ 10% des cas de cancer. Et puis finalement, selon les données épidémiologiques, on estime qu'environ 40% des cancers sont liés à des facteurs environnementaux et que ces facteurs environnementaux sont responsables d'environ 35% des décès par cancer, ce qui est finalement assez important de se dire qu'une personne sur trois pourrait éviter de mourir d'un cancer si on agissait sur l'environnement. Alors là, ce sont des projections qui sont certes qui ont bientôt une vingtaine d'années, néanmoins qui sont quand même assez importantes où en fait quand on regarde ces barres, c'est l'incidence actuelle des cancers sur la partie gauche pour la femme, sur la partie droite pour les hommes. Et puis on pourrait réduire au moins la partie verte avec une hypothèse un peu basse, rien qu'en agissant sur l'alimentation, et puis peut-être un peu plus avec la partie en orange. Et donc, on voit que quasiment la moitié des cancers du sein pourraient être évités par l'alimentation. Pour le cancer du côlon et du rectum chez la femme, c'est les trois quarts quasiment qui pourraient être réduits.
Chez l'homme, c'est surtout le cancer du côlon et du rectum. On voit que le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent, finalement, la part de réduction est plutôt limitée. Alors, quand on parle de facteurs environnementaux, lesquels sont-ils? Alors, bien sûr, le tabac en France, qui est le principal facteur de risque de cancer. Vient ensuite l'alcool. Et puis après, alors l'alimentation, je ne vais pas m'y attarder puisque Jana va en parler. Et moi, je vais plutôt vous parler de toutes les problématiques de surpoids et d'obésité qui sont responsables d'environ 20 000 cas de cancer par an en France. Et puis l'activité physique, en dessous, plutôt l'inactivité physique même, qui est responsable d'environ 5 000 nouveaux cas de cancer par an en France, en sachant que c'est quand même lié aux problèmes de surpoids et d'obésité probablement. Alors, je vais commencer par quelques données épidémiologiques. Alors, je suis désolé, je ne suis pas du tout épidémiologiste, mais néanmoins, je voulais quand même rappeler quelques éléments que j'avais trouvés. Alors, tout d'abord, c'est cette fameuse cohorte Esteban, qui est une cohorte prospective française qui évalue le lien entre santé, activité physique, nutrition, biosurveillance chez les hommes et chez les femmes. Alors, comment interpréter ces tableaux? En fait, c'est de se dire que on regarde en fait chez les hommes en bleu, chez les femmes en rouge, la distribution de la corpulence. On pourrait être un petit peu optimiste en voyant ces chiffres-là, puisque on se rend compte, chez les personnes plus jeunes actuellement, le taux de surpoids et d'obésité a tendance à être plus faible que chez les personnes plus âgées. Et plus on augmente en âge, plus le taux de personnes ayant un indice de masse corporelle normal a tendance à diminuer. Que ça, c'est chez les femmes et chez les hommes. Et donc, on pourrait se dire peut-être que dans quelques années, dans les 30 ans qui viennent, l'épidémie d'obésité va diminuer en France. Alors, on peut se dire ça en voyant ces courbes-là. Néanmoins, on voit que quand même, finalement, le surpoids et l'obésité entre 2006 et 2015 en France est totalement stable. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore constaté ces modifications-là. Et puis, bien sûr, un lien entre surpoids, obésité et niveau d'études, c'est clairement constaté dans toutes les études épidémiologiques. Plus les personnes vont faire des études, moins elles sont à risque de développer un surpoids et une obésité. Et c'est également lié au niveau socio-économique. Si l'on regarde après la notion... je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à passer les diapositives. Voilà. Si l'on regarde le niveau d'activité physique, pareil. Alors, chez les hommes, on constate quand même un niveau d'activité physique modéré qui a plutôt tendance à augmenter avec l'âge et un bas niveau d'activité physique qui est plus important chez les jeunes. Alors, ça contraste un peu avec cette évolution du surpoids et de l'obésité. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de prédire ce qu'il va se passer dans les années à venir. Et chez les femmes, c'est pareil. Les femmes les plus actives sont les femmes de plus de 55 ans. Et avant 40 ans, le niveau d'activité physique est quand même assez catastrophique chez les femmes. Donc, par rapport à 2006, l'activité physique a quand même tendance à augmenter dans la tranche d'âge 40-54 ans. Donc, on peut espérer que les seniors à venir dans 20 à 30 ans seront des seniors plutôt actifs et peut-être qu'ils entraîneront les plus jeunes vers ce niveau d'activité physique. Par contre, chez les femmes, quelle que soit la classe d'âge, l'activité physique a encore tendance à diminuer. Donc, voilà. Donc c'est très, très difficile de prédire ce qu'il va se passer dans les 30 ans à venir. Et juste pour rappel, qu'est-ce qu'ils appelaient au niveau d'activité physique modérée? En fait, on se dit finalement c'est peut-être facile à atteindre et pour autant la population n'y arrive pas. Un niveau d'activité physique modérée, c'est cumuler 3 jours ou plus par semaine d'une activité physique intense, style natation, jogging, aérobic, football, pendant au moins 25 minutes par jour, ou cumuler au moins 5 jours par semaine d'une activité physique modérée d'au moins 30 minutes par jour. Et donc, l'activité physique modérée, c'est la marche, la danse, le vélo, la musculation.
Voilà pour avoir un repère simple d'activité physique modérée. Puis après, il y a des niveaux bas ou élevés. Et pareil, on distingue bien sûr activité physique de sédentarité, puisqu'on peut être actif physiquement et être sédentaire en même temps. Et c'est ce qu'on voit avec tous les métiers du tertiaire notamment. Voilà, donc un niveau élevé de sédentarité, c'est des activités sédentaires pendant au moins 7 heures par jour. Un niveau modéré, c'est 3 à 7 heures par jour. Et puis un niveau bas, c'est moins de 3 heures d'activité sédentaire par jour. Donc voilà, donc là, vous allez déjà passer 1 heure derrière votre écran. Donc vous allez contribuer à la sédentarité. Donc c'est important de régulièrement, tout au long de la journée, de lutter contre cette sédentarité tout en faisant de l'activité physique plusieurs fois par semaine. Alors, on classe toujours les niveaux d'activité physique. C'est ces niveaux d'équivalent métabolique, ce qu'on appelle les MET. Donc, on peut classer ça en fonction des MET, en fonction de la fréquence cardiaque maximale. Donc, ça, c'est voilà, on peut faire il y a des programmes de sport qui permettent d'évaluer cette fréquence cardiaque maximale, où la théorie, c'est 220 moins l'âge. Ou alors la consommation de VO2 max, où là, c'est un peu plus compliqué à interpréter. Alors, ces taux-là, c'est très bien pour les études. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? On peut regarder par rapport à des repères d'intensité, par rapport au niveau d'essoufflement, par rapport au niveau de transpiration, est-ce qu'on peut maintenir une conversation ou pas avec les personnes avec qui on fait de l'activité physique. Et puis après, également l'intensité de la pénibilité ou la durée, pendant combien de temps on peut maintenir une telle activité physique, hein, forcément des activités physiques très élevées avec une fréquence cardiaque maximale à plus de 90%, elle ne va pas pouvoir être tenue plus que 10 minutes. Voilà, donc moi, je donne assez facilement ces repères, hein, de conversation, d'essoufflement, de transpiration aux patients pour qu'ils puissent se rendre compte de leur niveau d'activité physique. Et donc, ça correspond après à des exemples, hein, de course à pied, de vélo, de montée rapide d'escalier, par exemple, de la nage, ou bien les activités du quotidien, hein, la marche à moins de 5 km par heure, promener le chien, même la conduite automobile, c'est un petit niveau d'activité physique, ou le déplacement de petits objets. Voilà, et donc je pense que ce qui est important, c'est d'encourager les personnes de faire ces différents niveaux. Et alors, voilà, les petits efforts sont également importants dans les activités du quotidien. Et en fait, donc, quelles sont les données que l'on peut avoir en prévention primaire? Alors, c'est une étude très récente, hein, qui est sortie il y a 15 jours et dont je suis tombé dessus en préparant ce webinaire. Donc ça, c'est une étude allemande. Donc, nos voisins ont voulu regarder un peu si on luttait contre l'obésité et si on modifiait le niveau d'activité physique des personnes, est-ce qu'on pouvait réduire le nombre de cas de cancer? Donc oui, hein, donc rien que de diminuer d'1 point l'indice de masse corporelle va éviter environ 2000 cancers par an, et ainsi de suite, réduire de 2 points. Éliminer l'obésité permettrait d'éviter à peu près 6000 cas de cancer par an chez les hommes et plus de 8000 chez les femmes. Et après, dans les scénarios très, très optimistes où on a vraiment un poids assez drastique, là, on aurait une nette réduction du nombre de cas de cancer. Donc ça, c'est pour l'obésité. Et si on faisait faire de l'activité physique un peu plus à la population allemande, qu'est-ce que cela donnerait? Ben là encore, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, d'augmenter l'importance de l'activité physique de 30, 60 à 90 minutes par semaine d'activité modérée permettrait de réduire un certain nombre de cas de cancer dès les années 2030. Hein, donc, c'est
à peine dans 10 ans. C'est quand même, je trouve que cette étude est assez intéressante de montrer cela. Alors, c'est des projections, hein, mais voilà, il détaille bien comment ils ont calculé les risques. Ils sont partis des registres du cancer et tout. C'est quand même une étude qui, je trouve, est assez bien menée. Et finalement, on se dit déjà 30 minutes par jour. Alors, c'est sûr que ce n'est pas énorme, hein, de réduire 500 cas chez la femme, de 250 chez l'homme, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui serait assez intéressant et finalement peut-être assez facile à obtenir, hein, de prendre même jusqu'à 1h30 par semaine d'activité physique d'intensité modérée. Pendant et après le cancer, comment cela se passe? Alors, je vais pas, il y a énormément d'études, hein, donc j'ai décidé d'en prendre que quelques-unes, hein, donc forcément, voilà, il faut faire un choix parce que sinon, on pourrait y passer des heures et des heures à reprendre les études. Donc, j'ai voulu un peu me concentrer sur le cancer du sein, hein, puisque, comme disait Sandy tout à l'heure, ce webinaire est organisé dans le cadre de l'IBCN, qui est plutôt consacré au cancer du sein. Donc, en fait, voilà, pendant un cancer du sein, faire de l'activité physique adaptée, hein, on n'est plus sur du sport comme tout à l'heure, comme je parlais en prévention primaire, mais vraiment là sur de l'activité physique adaptée, voilà, encadré avec des coachs spécialisés chez les personnes atteintes de cancer, où là, l'objectif, ce n'est pas la performance sportive, hein, mais plutôt de maintenir un niveau d'activité physique, voilà, de l'entretien, du renforcement musculaire, de la marche nordique, des activités comme cela. Ça permet d'améliorer la forme physique des patientes. Ça permet de réduire la fatigue, hein. Ça, il y a énormément d'études qui disent cela. Et c'est vrai que voilà, il y a 15 ou 20 ans, on disait aux personnes qui avaient un cancer, qui étaient sous chimiothérapie, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Et maintenant, c'est vraiment le discours totalement inverse. Vous êtes fatigué, et ben, on va lutter contre cette fatigue en faisant de l'activité physique adaptée. Ce n'est pas très intuitif pour les patients et les patientes, et c'est important qu'on puisse leur expliquer l'intérêt de cela. En termes de qualité de vie spécifique également, l'activité physique permet d'améliorer la qualité de vie des patientes qui ont un cancer du sein. C'est, je pense, maintenant, dans toutes les études qui testent des nouveaux médicaments, la question de la qualité de vie est une question primordiale, et c'est finalement ce que les personnes nous renvoient quand on prescrit des chimiothérapies, parce que c'est ce que les personnes ressentent. Et donc, finalement, on peut se dire que voilà, il n'y a pas, avec des choses toutes simples qui sont pas de prendre une pilule ou un médicament, on peut améliorer leur qualité de vie. C'est vrai que voilà, quand on me demande beaucoup des vitamines pour aller mieux, moi j'ai tendance à plutôt conseiller l'activité physique, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Pareil pour la dépression, hein, c'est une façon l'activité physique adaptée va être une façon de lutter contre les symptômes dépressifs pour les personnes ayant un cancer du sein. Et donc, je vous ai parlé des femmes, je vous parle également des hommes qui ont un cancer de la prostate, hein, qui sont le traitement principal des rechutes, c'est l'hormonothérapie qui alterne nettement la qualité de vie. Et ben, l'activité physique va permettre d'améliorer la qualité de vie sous hormonothérapie. Et également, ça permet d'améliorer de façon importante les performances physiques sous hormonothérapie. Et donc, pour terminer, je voulais parler de ce rapport qui a été fait par l'INCa, l'Institut national du cancer, en lien avec le réseau NACRE. Donc, le réseau NACRE, c'est un réseau académique de cliniciens, de chercheurs, qui étudie les liens initialement entre alimentation et cancer. Et en 2022, le réseau NACRE a décidé de changer de nom et de s'appeler réseau nutrition, activité physique adaptée, cancer, recherche, pour souligner vraiment l'importance de l'activité physique en lien avec la prise en charge nutritionnelle dans l'alimentation.
Donc, dans le cadre de ce réseau, un rapport a été fait sur l'impact des facteurs nutritionnels pendant et après cancer. Donc, ce rapport, je vous invite à le lire, avec à la fin ces tableaux qui résument cancer par cancer, élément par élément. Donc, il y a notamment voilà, le soja, certains aliments, les matières grasses, les champignons. Et puis, il y a toute une partie sur la surcharge pondérale, bon, la dénutrition. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ces tableaux étant nutritionniste plutôt orienté dénutrition, mais voilà, aujourd'hui, je vais plutôt parler de la surcharge pondérale. Et on voit que dans de nombreux cancers, voilà, la surcharge pondérale ou l'obésité ont une augmentation convaincante du risque de mortalité globale, de mortalité spécifique et de rechute. Avec quand même une petite nuance, et c'est là que ça devient compliqué et source de nombreux débats, c'est notamment dans le cancer du poumon et le cancer de l'œsophage, où là, le surpoids et l'obésité diminuerait le risque de mortalité globale ou spécifique pour les personnes atteintes de ce type de cancer. Donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'obésité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe de l'obésité? Donc là, on est plutôt en cours de traitement ou chez des personnes qui au moins ont un cancer. Et puis, on regarde, ben, en fait, finalement, autant on sait que la perte de poids, c'est ce qu'on a là en vertical, et ben, les personnes qui vont perdre du poids vont vivre moins longtemps, la survie globale va être diminuée, le risque de décès va augmenter. Et puis, en horizontal, on voit l'IMC, ben, finalement, les personnes qui vont avoir un IMC plus élevé pour une perte de poids identique, et ben, ils vont vivre plus longtemps que les personnes qui ont un IMC plutôt dans la norme, et quelle que soit la perte de poids. Et donc finalement, les personnes qui vont vivre les moins longtemps, c'est ceux qui sont, c'est celles qui sont dans le coin en bas à droite. C'est les personnes qui ont un IMC plutôt bas et avec une perte de poids importante, que ce soit en survie globale ou en risque relatif de décès. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est largement connue chez les nutritionnistes, c'est le paradoxe de l'obésité. Dès lors qu'on a une maladie chronique, et bien finalement, l'obésité peut être un peu protectrice. Alors ça, c'est une vision très schématique et très grossière du problème. Si on regarde un peu dans le détail, alors oui, quand on regarde les courbes de survie, plus l'IMC augmente, plus on va vivre longtemps. Mais ce qui est important, c'est que finalement, il y a cette notion d'obésité sarcopénique qui, là, va être clairement délétère. Donc, les obèses sarcopéniques, ce sont ces personnes qui sont obèses, mais qui ont une fonte musculaire. Donc, en fait, leur compartiment corporel et la masse musculaire est remplacée par de la masse grasse. Et il y a même une involution graisseuse des muscles. Et chez ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui vont décéder. Donc, en fait, oui, l'obésité est plutôt protectrice, mais après, dans la composition corporelle, c'est surtout la masse maigre, le muscle qui est protecteur. Voilà. Et puis, par rapport à l'importance de la prise de poids, alors ça, c'est une très vieille étude qui date d'il y a 30 ans, mais qui est pourtant toujours d'actualité, c'est que les auteurs avaient regardé des femmes qui ont eu un cancer du sein et voir la prise de poids. Donc, le fait d'avoir un cancer du sein après la ménopause, même si on n'a pas de traitement adjuvant, les femmes vont prendre environ 1,8 kg. Si elles ont un traitement adjuvant après la ménopause, elles vont prendre jusqu'à 3,6 kg en moyenne. Et avant la ménopause, jusqu'à 5,9 kg. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose c'est une prise de poids qui est quand même assez importante et donc c'est fondamental qu'on puisse limiter cette prise de poids. Et donc, c'est pour ça que, en fait, la Société française de nutrition clinique et métabolisme et le réseau NACRE, dans les recommandations nutritionnelles, en fait, dans le cancer du sein, c'est la seule recommandation nutritionnelle où on va s'intéresser plutôt au surpoids, où les personnes qui ont un cancer du sein, qui sont en cours de radiothérapie ou de chimiothérapie, on va limiter le surpoids, éviter toute prise de poids supplémentaire et également augmenter l'activité physique.
Et puis, dans l'après-cancer, donc ça, c'est les recommandations de la Société européenne de nutrition clinique et métabolisme. Donc, il est recommandé que les personnes ayant survécu à un cancer fassent de l'activité physique régulièrement, avec un niveau d'évidence faible, parce qu'on a besoin quand même de plus de recherches sur l'effet de l'activité physique en termes de rechute et de survie. Et également, donc, par rapport à la prise de poids et au mode de vie, il est quand même recommandé que les personnes ayant eu un cancer maintiennent un mode de vie sain avec de l'activité physique, des fruits, des légumes, la consommation de céréales plutôt complète, limiter la viande rouge, l'alcool, les graisses saturées et avoir un IMC autour de 18,5 à 25. Là encore, on a besoin quand même de recherches supplémentaires. Et puis, pour conclure, cette étude française qui a été menée notamment dans les centres de lutte contre le cancer auquel le Lycéo a participé, c'est cette étude Canto, qui est une étude qui regarde un peu les femmes qui sont suivies pour un cancer du sein localisé. Puis on regarde différents paramètres. Et bien, parmi ces 1869 femmes qui avaient un cancer du sein localisé, il y en avait 37% qui étaient en surpoids ou obèses et 21% qui n'avaient pas repris le travail 2 ans après la fin des traitements. Et en fait, le fait d'être en surpoids ou obèse augmente le risque de ne pas reprendre le travail. Et par contre, les femmes qui étaient en surpoids ou obèses, mais qui perdaient du poids, avaient plus de chances de retourner au travail par rapport à celles qui n'arrivaient pas à perdre du poids. Donc, c'est pour ça que c'est important, au cours des traitements, de limiter le surpoids ou l'obésité, d'encourager les personnes dans la perte de poids. Ça aura également un impact dans la reprise du travail. Donc voilà. Donc pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que l'activité physique avait un bénéfice reconnu, que ce soit en prévention primaire, secondaire et tertiaire, et qu'il était également important de lutter contre la sédentarité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie spécifiquement Sandy pour l'organisation de ce webinaire et puis Guénola qui pour toute l'aide logistique et l'organisation technique. Merci beaucoup. Merci, Dr. Weinstein, pour cette présentation sur l'activité physique. C'est très intéressante et aussi, vous avez montré comment l'activité physique vous joue un rôle dans la réduction du risque du cancer chez le public et aussi pour améliorer la qualité de vie chez les patients de cancer. Donc, je vous remercie et si vous avez des questions à Dr. Weinstein, n'hésitez pas de les écrire dans le chat en français ou bien en anglais, comme vous préférez. Et maintenant, on va commencer avec Dr. Jana Jabour. Dr. Jabour est une diététicienne, chercheure et enseignante au Modern University for Business and Science à Beyrouth et consultante au bureau de la Méditerranée orientale de l'Organisation mondiale de la santé. Dr. Jabour va nous parler sur la nutrition et prévention du cancer sous la loupe. Je vous donne la parole, Dr. Jabour. Merci beaucoup, Madame Laham, et bon après-midi à tous. Vous pouvez bien voir mon diapo? Oui, c'est clair. Alors, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis reconnaissante à la technologie qui peut nous réunir à travers les océans et les mers. Nutrition et cancer. On connaît tous que la nutrition est un élément important quand on parle de cancer. On parle de 19% des cancers en France qui sont liés à la nutrition et 40% qui sont liés à la nutrition et le tabac. Alors, on est bombardé d'une manière régulière avec ce sujet-là, que ce soit avec des recettes anti-cancer, des études partagées sur les posts de réseaux sociaux, à la télé, à la radio, que ce soit nos voisins, nos parents, nos grands-parents, on parle tous de nutrition et cancer. Et peut-être vous vous demandez, comme il y a beaucoup d'informations sur ce sujet, est-ce que le grand public a les connaissances suffisantes sur ce sujet? Et est-ce que les personnes travaillant dans le domaine médical, ils ont les connaissances suffisantes sur ce sujet?
Alors, on va commencer par quelques chiffres. On commence par le baromètre français de cancer. C'est une étude qui est menée chaque 5 ans en France pour évaluer les facteurs liés au risque de cancer, les perceptions individuelles des personnes âgées entre 15 et 85 ans. Et les résultats du baromètre français en 2015 ont montré qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des notions incorrectes sur les facteurs associés au risque de cancer. Par exemple, il y a 45% des personnes qui ne savaient pas que le sel augmentait le risque du cancer, 42% qui ne savaient pas que les fruits et légumes ils ont un effet substantiel à diminuer le risque du cancer. Pas loin de la France, au Royaume-Uni, une étude a été menée avec un échantillon qui doit représenter le Royaume-Uni, avec 3000 personnes environ, avec un sondage en ligne. Et ils ont posé cette question. Selon vous, quels problèmes de santé peuvent résulter de l'obésité? Et ils n'ont pas donné des options aux participants. Et il y avait juste 25% de l'échantillon qui a pu identifier le cancer comme étant un facteur lié à l'obésité. Dans le domaine médical, une étude transversale a été menée aux Pays-Bas avec les infirmiers qui travaillaient dans le service d'oncologie. Et il y a juste 43 personnes, des infirmiers, qui donnaient des conseils nutritionnels, qui ont dit « oui, on a les informations suffisantes pour donner des informations nutritionnelles ». Alors, ceci étant dit, la nutrition est un sujet important quand c'est lié au cancer. Et jusqu'à maintenant, on croit que le grand public et les personnes travaillant dans le domaine de la santé, on n'est pas arrivé à un point pour dire que oui, on a un taux de connaissance qui est assez satisfaisant. Et on a besoin de faire un peu plus d'efforts. Ce qui nous lie les raisons pourquoi on est réunis aujourd'hui. Les objectifs d'apprentissage ou les objectifs de discussion pour aujourd'hui, c'est de 1, comprendre le lien entre le risque de cancer et des aliments donnés. Je ne dis pas tous les aliments parce que comme Vincent a dit, ce n'est pas possible de tout discuter. Alors, j'ai juste fait quelques sélections comme Damien a dit. Le second objectif est d'évaluer l'effet de leur consommation sur le risque de cancer. Et 3, de revoir les recommandations à communiquer au grand public. Quand je faisais la répétition de la présentation avec mon mari, il m'a dit est-ce que tu vas parler des aliments qui sont génétiquement modifiés? Il était très déçu quand il a su que je ne vais pas parler. Il dit malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de beaucoup de choses. On va juste parler des aliments qui ont le plus de preuves convaincantes. Mais il y aura beaucoup plus de choses et on espère qu'on aura plus de sessions dans le futur pour les discuter. Quand on parle de preuves qui sont convaincantes, je vais essayer de mon mieux de vous communiquer les résultats de revues systématiques et de méta-analyses. Comme vous le savez, ce sont les études qui ont l'évidence, la meilleure évidence, si on veut dire. Et je vais essayer de mon mieux de vous communiquer les résultats de ces revues systématiques ou méta-analyses. Alors, pour commencer, on commence par quelque chose qui est peut-être délicieux pour quelques-uns et quelques-unes d'entre nous, la viande rouge et charcuterie. Alors, je vais vous demander de participer dans la zone de discussion. Selon vous, le cancer augmente avec eux le risque de cancer par 6%, 13% ou 30%. Est-ce que vous pouvez écrire juste A, B, C ou je ne sais pas? On a un C pour le moment. B, B, C, B. Donc 3 B et 2 C pour le moment. Hop. Ok, ça devient compliqué. C'est entre B et C également. Merci Sandy. Alors, c'est entre B et C. Ce n'est pas le 6%, c'est le 13 ou 30%. Alors, on va voir qu'est-ce que les méta-analyses et les revues ils ont à nous dire sur ce sujet. Alors, pour commencer, pourquoi la viande augmente le risque de cancer? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent nous aider à expliquer l'augmentation en risque. Le premier, c'est quand la viande elle est
cuisinée à haute température ou quand elle est grillée au charbon de bois, il y a une production de mutagènes. Pour la viande qui est riche en matière grasse, cette viande-là, elle augmente la formation d'acides biliaires et d'autres composés qui peuvent être cancérigènes. La viande rouge, elle est très riche en terre héminique qui peut agir comme catalyseur de la formation de nitrosamine et qui peut générer des radicaux libres qui peuvent endommager l'ADN. Et la charcuterie, on sait que pour préparer la charcuterie, on ajoute beaucoup de nitrates, nitrites, de sel, qui eux tous contribuent à la formation de nitrosamine et à d'autres éléments carcinogènes. Alors, les résultats des méta-analyses nous montrent que pour chaque augmentation en consommation de viande rouge de 100 grammes par jour, on a une augmentation du risque du cancer colorectal de 13%. Et pour chaque augmentation dans la consommation de charcuterie de 50 grammes par jour, on a une augmentation de 13%. Alors, les personnes qui ont répondu le B, vous aviez la bonne réponse. Et si vous vous demandez c'est quoi 100 grammes de viande rouge, on parle d'une pièce de steak, 50 grammes de charcuterie, c'est 3 pièces de mortadelle. Alors, quels sont les messages clés qu'on veut bien communiquer au grand public? Un, c'est de limiter la consommation de viande à 60 grammes par jour. Ça peut être 500 grammes par semaine, ça dépend des recommandations. Pour la charcuterie, c'est mieux de ne pas la consommer. Et si vous voulez la consommer, ou si les patients veulent la consommer, c'est mieux de la limiter à 150 grammes par semaine selon l'Institut national du cancer. D'autres recommandations sur le sujet est d'utiliser la viande comme accompagnement et de donner des idées pour l'utilisation de la viande comme accompagnement au grand public. Et pourquoi pas d'envisager d'autres sources de protéines comme le poisson, le poulet, les fèves, les pois chiches et le soya. Sel et cancer. Alors, le sel augmente la formation de composés nitrosaux qui entraînent l'atrophie et l'inflammation des muqueuses. Et le sel aussi facilite l'infection à Helicobacter pylori, qui, elle aussi, est un facteur qui augmente le risque du cancer de l'estomac. Alors, les résultats des méta-analyses nous montrent que la consommation régulière des légumes marinés augmente le risque de cancer par 28%. Alors, quels sont les messages qu'on veut bien communiquer au grand public? Un, c'est de limiter la consommation de sel à ne pas dépasser une cuillère de thé. Et on ne parle pas d'une cuillère de thé qui va être ajoutée, on parle de sel qui est déjà présent dans notre repas, dans nos repas. C'est pour ça que c'est très important de discuter avec nos patients et de discuter avec le grand public quelles sont les sources du sel caché, que ce soit les chips, les légumes marinés, les pretzels. Il y a vraiment beaucoup de sources de sel caché, les soya, les soya sauce, etc. C'est très important de ne pas se concentrer juste sur le sel de table, mais sur aussi les sources cachées du sel. Une autre recommandation, c'est de remplacer les légumes marinés, qui sont très délicieux, on vous assure, par les légumes frais, et de remplacer progressivement, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites au Royaume-Uni sur l'effet de progressivement changer les goûts qu'on a pour le sel et pour le sucre, et c'est efficace. Quand c'est progressif, on ne sent pas qu'il y a beaucoup de différence. C'est pour ça que le message qu'on veut bien communiquer à notre grand public, c'est de remplacer progressivement le sel par d'autres additifs comme le citron et le poivre. Et pourquoi pas, pour nos patients qui sont motivés, de les aider à lire les produits, les étiquettes sur les produits et de les guider sur les étiquettes. Je crois que c'est très bien de les aider à décoder les étiquettes de sel. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai tendance à oublier c'est quoi la différence entre quand c'est écrit sans sodium, réduit en sodium, légèrement salé. On croit que c'est équivalent, mais ce n'est pas équivalent. L'autre but, c'est de chercher ou identifier des aliments qui ont des
une teneur en sodium qui est de moins de 140 mg par 100 g ou par portion. Et là, c'est pour le sel. Surpoids et cancer, comme Damien il a très bien dit, l'obésité est liée à un risque très élevé de cancer et c'est un élément qu'il faut toujours adresser avec notre grand public. Alors, pourquoi le surpoids ou pourquoi l'obésité augmente le risque de cancer? Alors, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent nous expliquer ce lien. L'obésité, on sait bien que l'obésité augmente le stress oxydatif, augmente l'inflammation. L'obésité aide les cellules tumorales à proliférer. L'obésité perturbe la microbienne intestinale. Et ce sont tous des facteurs qui peuvent aider à la formation et à la prolifération de cellules cancéreuses. Alors, l'obésité ou le surpoids, ils ont des effets divers sur le risque de cancer. Et l'effet le plus large est constaté avec le cancer de l'os sauvage et de l'utérus, avec une augmentation de plus de 300% du risque du cancer. Si on compare les gens qui ont un surpoids aux gens qui n'ont pas de surpoids, qui ont un IMC de 18,5 à 25, pardon. Ceux qui sont obèses ou qui ont un surpoids, ils ont le risque le plus élevé. Alors, le message clé qu'on veut communiquer à notre grand public, c'est de limiter la consommation de fast-food et d'aliments hyper transformés. Et la notion aliments hyper transformés, c'est une notion qui est assez répétée maintenant dans la littérature parce qu'on maintenant on sait qu'il ne faut pas justement penser à calories, il faut penser aux matières grasses, aux trans fatty acids, aux matières grasses qui est saturée, aux amidons, au sucre. Ce n'est pas juste qualité, c'est pas juste quantité, c'est aussi la qualité des aliments qu'on consomme. C'est pour ça que l'Association mondiale de la santé et l'Institut national du cancer, en France, ils favorisent l'utilisation ou la diminution d'aliments hyper transformés comme l'un des facteurs qui peut diminuer l'obésité. Mais bien sûr, quand on parle d'obésité, on parle d'un environnement qui est obésogène. Les facteurs individuels sont importants et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, de parler avec les personnes qui travaillent dans les domaines de la santé, de discuter ensemble, mais aussi les facteurs environnementaux, les environnements physiques, le macro-environnement, les politiques, les systèmes économiques, les systèmes de santé. Il y a vraiment beaucoup de systèmes qui sont impliqués dans l'obésité. On ne peut pas dire que l'obésité, c'est le résultat seulement de facteurs individuels. On sait que l'image, elle est beaucoup plus compliquée. Et ici, on essaie juste de communiquer les facteurs individuels, mais les autres facteurs sont aussi importants. Alors, on a parlé beaucoup d'éléments ou d'aliments qui peuvent augmenter le risque de cancer. On va parler quand même un peu d'aliments qui peuvent diminuer le risque de cancer. Il y en a pas mal aussi d'aliments. On va juste, comme il n'y a pas beaucoup de temps, on va juste parler des fibres. Alors, les fibres, ils sont connus pour le ralentissement de l'absorption du glucose qu'ils font, et qui est associé avec un taux d'hyperinsulinémie qui est moins élevé. Les fibres, ils aident à la signalisation à diminuer la signalisation du NF-κB, un facteur de transcription protéique lié au cancer. La consommation de fibres aide à la diminution de la circulation d'estrogène et favorise l'élimination des lipides. Alors là, on a les résultats de 3 différentes méta-analyses sur le sujet, et il y en a beaucoup plus aussi. Et ces méta-analyses nous montrent que les personnes qui consomment le plus de fibres, ils ont un taux de cancer, un risque de cancer qui est moins élevé. On parle d'une diminution de 30% pour le cancer de l'ovaire, de 21% pour le cancer du côlon et de 8% pour le cancer du sein. Quelles sont les recommandations de consommation de fibres? D'une manière quotidienne, ces recommandations diffèrent
ça dépend des associations. On parle de entre 25 grammes par jour et 34 grammes par jour. Et pour les messages qu'on veut bien communiquer au grand public, c'est bien sûr le message qu'on connaît tous, de consommer au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour, de limiter la consommation de jus de fruits et bien sûr de favoriser les céréales complètes qui sont plus riches en fibres. Alors, la deuxième question que j'ai pour vous aujourd'hui. Croyez-vous que les produits laitiers augmentent ou diminuent le risque du cancer? A ou B? Si vous pouvez juste écrire A ou B dans la zone du chat, la zone de discussion. On a aussi plusieurs réponses également. Et, Wissam, je dis que c'est controverse. Il y a des A, plusieurs A, plusieurs B, no change. Ok, très bien. Alors, je suis d'accord avec Madame Wissam et Monsieur Pierre. Et on va voir pourquoi. Merci pour vos réponses. Alors, les produits laitiers, ils sont liés, ils sont connus pour une diminution du cancer colorectal parce que les produits laitiers se lient aux acides biliaires secondaires. En fait, les acides biliaires secondaires sont connus pour augmenter l'inflammation et quand les éléments qui sont dans les produits laitiers, ils se lient aux acides biliaires secondaires, ils diminuent l'inflammation. Les produits laitiers, ils diminuent la prolifération des cellules cancéreuses et augmente l'apoptose des cellules cancéreuses colorectales. Alors, les résultats des méta-analyses nous montrent que, juste un rappel pour ces graphiques de forêt ou forest plot, quand c'est le odds ratio, quand c'est le rapport de risque, il est proche de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Et quand il est plus de 1, il y a un changement. Et quand c'est à moins de 1, pour le cas échéant, c'est une protection. Et quand c'est plus de 1, c'est pas protecteur, c'est plus dangereux. Et pour les produits laitiers, on voit que la plupart des résultats sont plus vers la gauche, ce qui signifie qu'il y a plus de preuves que les produits laitiers peuvent être protecteurs pour le cancer colorectal. Mais quand on fait des subgroup analysis ou des analyses par groupe, on aura des résultats qui peuvent être différents. Mais en général, on voit que les produits laitiers peuvent être protecteurs du cancer de colorectal, mais il n'y a pas de résultats qui sont plus à gauche, totalement à gauche, qui veut dire que les produits laitiers n'augmentent pas le risque du cancer colorectal. En ce qui concerne le cancer du prostate, les produits laitiers, ils activent une voie de signalisation, les mTOR, un mécanisme favorisant le cancer. Les produits laitiers sont liés à une production de l'insulin growth factor ou le facteur de croissance de l'insuline 1 qui est plus élevé. Et en fait, les produits laitiers et le cancer de prostate, ils peuvent être aller du même côté parce qu'il y a une théorie qui dit que les produits laitiers peuvent aider à la prolifération de cellules cancéreuses et à la diminution de l'apoptose des cellules cancéreuses. Alors, si on regarde les résultats de la méta-analyse sur ce sujet, l'image elle est beaucoup plus grise parce que c'est l'inverse de la relation ou du lien avec le cancer colorectal. On n'a pas de lien qui est à gauche, sauf pour le fromage. Alors, le fromage, peut-être, ça peut diminuer les risques du cancer du prostate, mais la majorité des preuves, c'est plus à droite, ce qui veut dire que les produits laitiers peuvent augmenter le cancer du prostate, mais on n'est pas sûr, comme il y a beaucoup de tirets qui touchent le 1, qui veut dire qu'on n'est pas sûr pour les résultats là. Alors, pour les patients qui nous demandent sur ce sujet et les patients qui sont super motivés pour savoir c'est quoi le message qu'on veut communiquer au public,
En fait, c'est une image grise. Il n'existe pas de recommandation sur ce sujet. Pour les patients qui ont un risque plus élevé d'avoir le cancer de prostate, on pourra leur dire que oui, il y a ce risque-là et si vous voulez diminuer la consommation de produits laitiers, c'est une option, mais on n'a toujours pas d'informations suffisantes sur ce sujet. Alors, on a partagé quelques recommandations, mais l'Institut national du cancer en France et l'Institut mondial du cancer, ils nous donnent de beaux résumés sur les recommandations nutritionnelles pour la prévention des cancers, pour les personnes qui n'ont pas de cancer et pour les personnes qui ont été diagnostiquées de cancer et qui veulent vivre leur vie après le cancer. Les recommandations générales, c'est de limiter la consommation d'alcool, d'être physiquement actif, comme Damien l'a dit, de limiter la consommation d'aliments ultra transformés. On n'a pas eu la chance de le discuter, mais l'allaitement aide à la diminution du cancer du sein. Alors, si c'est une option pour les mères, c'est qu'on encourage l'allaitement, limiter la consommation de boissons sucrées, et ça va avec la même recommandation de limiter les aliments ultra transformés. Avoir une alimentation qui est plus riche en fibres, limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie et de maintenir un poids santé. Et pour finir avec une étude, cette étude a essayé d'étudier l'adoption de modes de vie le plus sains. Ils ont vu les personnes qui ont tendance à adopter toutes les habitudes saines qui sont encouragées par les associations internationales. Et ils ont montré que les gens qui ont tendance à adopter ces habitudes saines, ils ont 30 à 50% moins de cancers de vessie, du sein, de côlon, de l'endomètre, de l'œsophage, du rein, du foie, de poumon, du rectum et de l'estomac. Si vous voulez savoir un peu plus sur le sujet ou si vous avez des questions sur un cancer donné et le lien entre ce cancer et des aliments, je vous conseille de voir le Continuous Update Project. C'est un projet qui est fait entre l'université Imperial au Royaume-Uni en collaboration avec le World Cancer Research Fund, l'association mondiale de recherche sur le cancer. Et ils ont des tableaux qui sont très beaux sur le sujet, qui nous fait les résumés sur la relation entre aliments et des cancers divers. Et il faut toujours des mises à jour sur ce sujet-là. Je vous remercie pleinement pour nous avoir écoutés. Je voudrais remercier Damien, Sandy pour tous les efforts qu'ils ont faits. Je voudrais remercier les équipes de ICO et de l'IBCN. Et je veux aussi remercier Gwenola qui a géré le projet et qui nous a aidé beaucoup. Merci beaucoup, Gwenola. À vous, Sandy. Merci, Jana, pour votre présentation sur la nutrition et comment, en fait, l'alimentation peut être un facteur de protection ou bien un facteur de risque de cancer. Et pour nous donner tous les conseils et les messages clés à c'est entre l'anglais et le français maintenant, à communiquer au grand public. J'ai réussi. OK. Oui, ça marche. Maintenant, merci. Maintenant, les intervenants vont répondre à vos questions et vos commentaires. Merci d'avoir écrit vos questions et si vous préférez prendre la parole aussi, c'est possible. Merci de noter ça dans le chat. Je peux voir une question de Pierre qui demande si c'est lait entier versus non-fat milk. Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, je pourrais partager. Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet. Je vous présente les résultats de méta-analyse. Et en fait, est-ce que vous pouvez la voir? Pas pour le moment, oui. C'est bien. OK. Alors, Pierre, merci pour la question. En fait, il y a beaucoup de controverses sur le sujet. Par exemple, là, pour le lait entier, on voit qu'il y a une diminution du risque du cancer du prostate, mais qui touche le 1. C'est jusqu'à 0,99. Pour le low fat milk, le lait qui a pas beaucoup de
de graisse, on voit que ça augmente le risque du cancer du prostate. Mais on ne comprend pas souvent pourquoi ça augmente le risque du cancer de prostate. Et c'est pour ça que moi, personnellement, pour le patient, comme l'image, elle n'est pas très claire et comme je doute parfois que c'est juste il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de chiffres qui parlent. Euh, J'hésite à donner des recommandations de changer des régimes selon ces chiffres-là parce que je crois que jusqu'à maintenant, on ne comprend pas vraiment tout sur le sujet. Mais si on veut voir les résultats des méta-analyses, ils nous montrent ce que j'ai dit. Merci, Jana. On a notre question de Stacy Johnson. Elle demande, je vais dire ça en français, elle demande s'y a-t-il une différence entre le sel de table raffiné régulier et le sel non raffiné comme le sel de mer qui conserve beaucoup de minéraux naturels en fait, et notamment parce que nous avons besoin d'un équilibre de sodium, électrolyte, potassium pour la fonction musculaire et nerveuse. Oui, absolument. Alors, on a besoin de sel et c'est pour ça qu'on recommande de consommer les 2 grammes qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Mais de façon naturelle, dans notre cuisine, on va mettre un peu de sel ou dans les produits qu'on consomme, dans les céréales, dans tous les produits qu'on consomme, il y a déjà du sel. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas éliminer le sel de notre diète, de notre régime, parce que sinon on va être en hyponatrémie, hyponatrémie. Mais il ne faudra pas dépasser ce limite-là. Est-ce qu'il y a une différence entre les types de sel? Selon ce que j'ai vu, non, il n'y a pas de différence. Pour les analyses, tout type de sel, ils augmentaient le risque de cancer. Ok, merci beaucoup. On a une autre question. Firas dit merci pour ce webinaire intéressant. Est-ce que c'est prouvé que le régime alimentaire vegan diminue considérablement le risque de cancer? Damien, quand vous voulez, parce que Damien aussi il est nutritionniste, Oui, donc je pose cette question, mais quand vous oui, voulez intervenir, vous êtes le bienvenu. En fait, le véganisme ou le régime végan, je sais qu'il diminue l'inflammation et on a des résultats qui sont assez convaincants sur ce sujet-là. Et comme l'inflammation est un des éléments qui augmentent le risque de cancer, alors il y a sûrement une relation entre véganisme et le cancer. Les gens qui peuvent prendre qui peuvent prendre tout ce qu'ils veulent, tous leurs besoin. besoins d'un régime végan, c'est très bien. Mais ceci étant dit, si les personnes ils mangent de la viande, mais ils n'ont pas une nourriture qui est très élevée en viande, pas plus de 100 grammes par jour, pas plus de 70 grammes par jour, pas plus de 500 grammes par semaine, ils n'ont pas un risque, ces gens-là, ils n'ont pas un risque plus élevé que le vegan. Je ne sais pas si Damien, vous voulez ajouter. Oui, alors je me souviens pas avoir vu d'études spécifiques qui disaient que le régime vegan permettait de réduire vraiment le risque de cancer. Après, je suis pas un grand spécialiste, quoi, je suis peut-être passé à côté des études. Ce que j'avais lu, par contre, c'est que les véganes ont une alimentation un peu moins hypercalorique que des non-véganes, et peut-être que par ce biais-là, ça réduit un peu le risque de cancer. Et puis, c'est des personnes qui, forcément, pour avoir suffisamment de protéines et autres, vont avoir une consommation de légumineuses très élevée, et donc de fibres, un niveau de fibres assez élevé, une réduction du sel, pas tout ce qui est l'effet néfaste de la viande rouge. Donc, je pense que c'est peut-être par ce biais-là que ça réduit le risque de cancer. Mais comme tu disais, Jana, probablement d'avoir un régime équilibré serait suffisant. Merci à vous deux. On a une question de Resmi Amina. Elle dit merci beaucoup pour ce webinaire. Quand vous avez parlé du cancer et les fibres, vous avez dit qu'il faut limiter la consommation du jus de fruits. Pourquoi?
Oui, en fait, je voulais dire ici que les jus, ils ont un taux de fibres qui est moins élevé que les fruits et les légumes. Et quand on mange les fruits et les légumes entiers, par exemple, quand on prend une orange, une pomme, et ça a un taux de fibres qui est plus élevé que le jus de fruits frais. Et si on parle de jus fruits qui ne sont pas frais, on parle aussi d'autres problèmes. Mais si on les compare aux jus frais, ils ont un taux de fibres qui est moins élevé. Ok, merci. Wissam, je dis merci pour ce webinaire très, très intéressant. Nous vous en prions. Et pour Pierre, Pierre dit l'association entre fibre et NF-kappa-B est intéressante. Peut-être que cet effet dépend du microbiome. Nous trouvons que les métabolites bactériennes, exemple LPS, stimulent la signalisation NF-kappa-B dans les cellules épithéliales mammaires. Ok. Oui, bah c'est tout. C'est une remarque très pertinente. Et oui, il y a clairement un lien entre microbiote et développement du cancer. Et oui, les fibres, en entretenant le microbiote, vont permettre de lutter contre le cancer. Oui, je suis assez d'accord. Après, sur le mécanisme physiopathologique, là, je ne suis pas super calé, mais voilà, j'avais vu passer des papiers comme ça, oui. D'accord, merci beaucoup. Claire Lallemand dit merci pour ce webinaire. Euh, merci à vous en fait. Et est-ce que quelqu'un a une autre question ou bien un commentaire pour partager avec nous et les intervenants? Oui, Aurélie Lardinois, avez-vous observé, constaté un facteur spécifique hors activité physique expliquant la hausse du poids chez les femmes atteintes de cancer du sein, contexte psychologique par exemple? Alors sur ça, ben, il y a déjà, je pense, les modifications hormonales induites par les traitements du cancer du sein qui vont également entraîner la hausse du poids. Après, c'est multifactoriel. Hein, c'est pas... Et si c'était juste de dire il suffit de moins manger et de faire de l'activité physique, ben, on n'aurait pas un taux d'obésité si élevé dans les pays occidentaux. Hein. C'est multifactoriel. Oui, le contexte psychologique entre en ligne de compte, bien sûr. Et merci beaucoup. On a la dernière question. Est-ce que les aliments bio sont à privilégier? Claire Lallemand. Jusqu'à maintenant, ce qu'on sait que les résultats de méta-analyse, ils montrent qu'il n'y a pas de différence entre éléments bio, organiques et le reste de cancer. Bien sûr, moi personnellement, quand j'ai la chance de consommer des éléments bio, pourquoi pas. Mais jusqu'à maintenant, ce que je sais, qu'il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas de recommandation pour consommer les éléments bio. Je ne sais pas, Damien, si vous voulez ajouter quelque chose. Ben, en France, il y a la cohorte Nutrinet Santé qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait une étude qui montrait que le fait de consommer, ça avait été repris dans dans la presse grand public comme il faut consommer bio pour réduire le risque de cancer. En fait, dans cette étude, c'était les personnes qui étaient étiquetées très, très grosses consommatrices de produits issus de l'agriculture biologique réduisait le risque de lymphome et de cancer du sein, dans mon souvenir, en sachant que voilà, la notion de très gros consommateur était une notion très floue et il n'y avait pas vraiment de cut-off précis. Et c'est encore sujet à beaucoup de discussions. Et même l'équipe de Mathilde Touvier, l'équipe d'épidémiologie en recherche nutritionnelle, les REN, concluaient en disant bah, ça nécessite plus d'études. Et puis après, c'est aussi tous les facteurs confondants. Des personnes qui mangent des produits issus de l'agriculture biologique ont un mode de vie un peu plus sain, ont un peu plus d'activité physique, là encore une teneur calorique de l'alimentation un peu moins élevée. Donc en fait, c'est toujours compliqué de faire le lien entre un type d'aliment à proprement parler et la réduction du risque.
Merci beaucoup, Damien. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire, c'est 14h06. Nous vous remercions énormément de votre participation dans ce webinaire et on remercie les membres internationaux d'IBCN des États-Unis et d'Uruguay. Merci aux intervenants, Damien et Jana, pour les présentations riches et l'échange riche. On vous remercie aussi l'équipe de la communication à l'ICO et notamment Gwenola Cartron pour tout le travail et toute la coordination qu'elle a fait. Et merci au docteur Sophie Lelièvre et docteur Martine Belanger pour leur soutien. On vous souhaite une très bonne journée et on espère à la prochaine. Au revoir. Bonne Au journée, revoir, au à la revoir. prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Tous.